Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Chère auditrice, cet épisode sera axé sur les désirs de la société, des professionnels de santé à vouloir tout axer sur le fait d'avoir une sexualité à tout prix quand on est atteinte de vaginisme. Alors que non, c'est ok d'accepter son corps, ce qui lui va ou non, et de ne pas forcer à faire des choses pour autrui. La société met la pression. D'ailleurs, on parle souvent de témoignages pour les hétérosexuels, mais qu'en est-il des ressentis en tant que femme lesbienne? S'écouter avant tout, car nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous et seules maîtresses de notre temple. Allô, ici la Terre, je ne suis pas une extraterrestre. Mon vaginisme en tant que lesbienne, mes émotions, mon corps et ses décisions, avec Maëlle, c'est le sujet du jour. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Je fais un petit point pour les auditrices. Le vaginisme est connu comme un dysfonctionnement sexuel caractérisé par une contraction involontaire et souvent douloureuse des muscles de l'orifice vaginal et du tierce inférieur du vagin. Ces contractions spasmodiques, dont l'intensité est variable, surviennent en réponse à toute intromission, que ce soit rapport sexuel, les insertions d'un tampon ou encore un examen gynécologique. Il faut savoir qu'il existe différents types de vaginisme. Le vaginisme primaire, qui lui est installé depuis toujours, ce qui rend la pénétration douloureuse, voire impossible. Le vaginisme secondaire, qui s'installe du jour au lendemain suite à un événement traumatique. Et puis vous avez le global, qui persiste quel que soit le partenaire et à chaque tentative de pénétration vaginale. Et le partiel n'apparaît que dans certaines situations. Pour la vulvodynie, c'est une douleur vulvaire persistante, c'est-à-dire plus de 3 mois, sans cause identifiable. Elle résulte d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Normalement, la douleur est un signe d'alarme. Elle prévient qu'il y a des lésions des tissus. Et l'endométriose, pour mes fidèles auditrices, vous connaissez déjà le développement du tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte. L'endométriose peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à écouter les autres épisodes sur l'endométriose. En psychiatrie, j'ai fait pas mal d'hospitalisations et toutes mes hospitalisations se sont très mal passées. Il y a eu en fait de la maltraitance médicale. J'ai été mise sous anxiolytique et sous antidépresseur. En fait, j'ai été shootée de médicaments et je ne pouvais plus rien faire. Avec les psychiatres, ça se passait très très mal. Disons que moi j'avais mon point de vue et en fait, ils ne m'écoutaient pas au niveau de mes traumatismes. Ils ne voulaient pas savoir de l'histoire. Du coup, le contact était assez difficile avec les psychiatres. Ma dernière hospitalisation en psychiatrie, c'était de mars à mai 2021 et ce sera la dernière parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus y retourner. La dernière psychiatre a été extrêmement violente. Elle m'a complètement shootée de médicaments et elle a refusé également de me donner des médicaments concernant l'endométriose. Alors aujourd'hui, je ne veux plus aller en psychiatrie. Psychologiquement, en fait, j'avais l'impression d'être un zombie, comme si je n'étais plus moi-même. J'étais complètement shootée. En fait, je ne pouvais plus rien faire, que ce soit au niveau de l'activité physique. Je suis une grande sportive et j'aime énormément le sport. Et avec les antidépresseurs et les anxiolytiques, je ne pouvais plus faire de sport en fait. Après, au niveau du corps, j'ai pris énormément de poids, au moins 20 kilos. Donc ça aussi, ça a été très difficile à gérer. Après, entre-temps, le poids que j'avais pris, j'ai perdu la plupart des kilos, mais c'était très dur tous les matins de se regarder dans le miroir et d'être énorme. En fait,
Enfin, passer de 45 kilos à plus de 60 kilos, c'est très dur psychologiquement. Quelquefois, je suis tombée aussi sur des psychiatres qui étaient pas mal. Enfin, c'est rare, mais il y a eu quelques psychiatres qui ont quand même été à mon écoute. Le psychiatre qui m'a suivi depuis mes 15 ans jusqu'à mes 22 ans, même si le contact était assez difficile avec lui, il a quand même été à l'écoute. Et disons quand même que c'est l'un des rares psychiatres en France à ne pas shooter ses patients et ses patientes de médicaments. Et ça, c'est extrêmement bien, mais malheureusement, il n'y a pas tant que ça de psychiatres qui sont comme nous. Qui prennent le temps d'écouter. Je vois ce que tu veux dire. Moi, à titre personnel, j'ai déjà vu 2 psychiatres dans ma vie. Il y en a une, le premier rendez-vous, je me suis dit, alors là, plus jamais, parce que c'était des questions, vous arrivez à dormir, vous arrivez à manger, nanana, nanana, ok, d'accord, antidépresseur, dépression, ta. Et puis, je me suis dit, mais attends, elle m'écoute pas. Enfin, je me suis mise à pleurer dans son bureau, c'est limite rien du tout, quoi. Aucune émotion, rien. Et le deuxième psychiatre que je salue, le docteur Serge Drey, qui prend le temps, en fait, d'écouter. Et qui diminue ou augmente selon l'état dans lequel je suis. Enfin, c'est-à-dire qu'il va vraiment pas me shooter... Voilà, il m'écoute en fait. Tout simplement, il écoute. Il prend le temps de savoir ce que je suis en train de vivre sur le moment T, comment ça se passe. Enfin voilà, il va pas donner des médicaments pour donner des médicaments et il est même pour diminuer les doses quand il faut. Step by step, bien sûr. Et du coup, en parlant de médicaments, de psychiatres, donc tu avais 14 ans et ça a duré longtemps, tous ces traitements. J'ai dû les prendre de mes 14 ans. Et officiellement, j'ai arrêté à l'âge de 19 ans, juste après le bac. Et après, en 2021, comme j'ai dû refaire mon hospitalisation en psychiatrie, enfin la dernière hospitalisation, elle m'a remise sous les docs pendant 2-3 mois, mais pendant 2 mois, parce que j'étais hospitalisée 2 mois, mais je ne pouvais pas les arrêter comme je le voulais. Et comme j'avais arrêté le suivi avec mon ancien psychiatre, j'ai été obligée de reprendre leur suivi. De toute façon, j'avais pas le choix. Si j'avais pas de psychiatre, la psychiatre de la clinique ne me laissait clairement pas sortir. Et du coup, je remercie clairement mon ancien psychiatre parce que lorsque je suis sortie, il a regardé tous les médicaments que la psychiatre de la clinique m'avait donnés. C'est une catastrophe. Il y a des médicaments, ça se donne pas en fait à une jeune femme. Il y a des médicaments, c'est donné à des personnes qui sont bipolaires, qui sont schizophrènes, et ce n'est clairement pas des médicaments donnés pour du stress post-traumatique. Et ça, malheureusement, j'avais pas vraiment mon mot à dire. Et je pensais en fait que ce serait une hospitalisation qui se passerait bien parce que c'était dans un service soins-études en fait, en Belgique, à Bruxelles. Et en fait, c'était un peu un mensonge. En fait, t'es tellement shooté de médicaments que je pouvais même pas suivre mes cours en visio, en fait. Donc, c'est un peu... ça m'a poussé une année. Et voilà, ça a été très compliqué. Mais aujourd'hui, mon ancien psychiatre, comme le contact devenait beaucoup trop compliqué avec lui, même s'il était quand même bien en termes de traitement, c'était un homme et c'est un peu compliqué avec un homme de parler de choses intimes en fait. Et du coup, à peu près en 2021, j'ai commencé à me mettre à la recherche d'une nouvelle psychiatre, mais cette fois-ci une femme. Parce que disons qu'il y a quand même des choses qu'il fallait encore que je travaille, mais comme c'est des choses intimes, et en plus il y a aussi les traumas, je ne voyais pas en parler à mon psychiatre. Et du coup, après, en août 2021, j'ai trouvé une nouvelle psychiatre. Et j'étais super contente quand la secrétaire m'a dit qu'elle prenait encore des nouvelles patientes. Parce que clairement, c'est vraiment galère pour trouver un psychiatre ou une psychiatre en France. Franchement, avec le Covid et tout ça, ça a été un peu un bordel. Mais il y a eu quand même pas mal d'attentes. Et
pris rendez-vous en août 2021 et elle a eu la première fois en mars 2022. Au final, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle me suit et ça se passe super bien avec elle. Et si ça va pas, je peux l'appeler. Si ça va vraiment pas, comme je plus elle est en psychiatrie, que ce soit aux urgences psy ou alors être hospitalisée. Si ça va vraiment pas, elle peut me prendre aussi en urgence. Et ça, c'est top. Si je dis pas de bêtises, tu es suivie par un psychologue, une psychiatre et une sexologue, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et également d'autres professionnels, gastro-entérologues, urologues et centre antidouleur. Mais ça, c'est plus là, par rapport aux douleurs, aux autres douleurs. D'accord. Bon, en tout cas, tu as raison de continuer à être suivie pour te sentir déjà bien dans ta tête et ton corps, parce que c'est primordial. Et surtout, tu as réussi à trouver de bons professionnels de santé, parce qu'on sait, hein, comme c'est pas toujours évident, faut parfois en tester plusieurs pour se sentir vraiment à l'aise, surtout que quand on veut parler de sujets délicats. Et là, actuellement, tu as toujours un traitement comme des antidépresseurs ou du Xanax, ou tu as totalement arrêté? J'ai totalement arrêté parce qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que mon corps, en fait, ne supporte plus aucun médicament. C'est assez bizarre dit de cette manière, mais après, honnêtement, ma psychiatre, elle est top et elle est vraiment pas pro médicaments. J'ai essayé de reprendre un antidépresseur, mais ça, c'était pour une autre raison. C'est parce qu'en fait, avec les traumatismes, j'avais de la libido et en fait, je supportais vraiment pas d'avoir de la libido dû à mes traumas. Et du coup, on avait testé un antidépresseur avec ma psychiatre. Enfin, c'était une solution temporaire, seulement quelques semaines, et j'ai dû arrêter parce que ça m'allait pas du tout, en fait. Et en fait, je me rends compte que ce soit anxiolytique et antidépresseur, je supporte plus, en fait, c'est compliqué à chaque fois, ça m'en rend malade, en fait. À partir de quand tu as découvert que tu étais atteinte de vaginisme et on t'a diagnostiqué quel type de vaginisme? En fait, c'est vers l'âge de 19 ans, en fait, au moment où j'ai arrêté pour la première fois les anxiolytiques et les antidépresseurs, disons que j'ai eu une montée de la libido. Et du coup, disons que j'ai voulu essayer de toucher mon corps, enfin de le découvrir et tout ça. Et je me suis rendu compte en fait que un doigt, ça passait pas en fait. Et en fait, j'en avais parlé avec une ancienne amie de mon lycée. Et du coup, en fait, elle m'avait conseillé de consulter une sexologue. Mais en fait, à ce moment-là, comme je venais d'avoir le bac, j'allais rentrer dans les études supérieures. Enfin, pour moi, en fait, les études ont toujours été ma priorité. Et du coup, je me disais, peut-être que je vais consulter une sexologue, mais pas maintenant, quand je serai diplômée, en fait. Sauf qu'avec le Covid et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus compliqué. Enfin, surtout en termes de rapport au corps, en fait, j'allais vraiment mal dans mon corps et au final, c'est seulement en juin, mai-juin 2020, juste après le premier de confinement, où j'ai décidé de rechercher une sexologue, en fait. Du coup, entre 19 ans et 21 ans, il s'est passé quoi exactement? Les médecins, ils n'arrivaient pas à savoir exactement ce que tu avais, ou tu n'avais pas forcément l'envie ou le courage de consulter? En fait, mes études ont toujours été la priorité et pour moi, j'ai mis en fait de côté ma santé parce que j'avais pas envie de me lancer encore dans des nouveaux suivis parce que ça allait me prendre beaucoup de temps, ça allait me prendre beaucoup d'énergie. Je savais que si j'allais consulter une sexologue, en fait, il fallait que je sois prête. Et en fait, honnêtement, pour consulter une sexologue, j'étais pas prête avant. J'étais pas prête pour parler de sexualité. J'étais pas prête pour parler des traumas, du rapport au corps. Du coup, j'ai préféré attendre un petit peu. Et puis après, c'est vrai que
au niveau des études, mon emploi du temps était assez chargé. J'avais cours du lundi au vendredi. J'avais aussi cours le samedi matin. Je révisais en fait non-stop, donc j'avais pas... Pour moi, ça passait en second plan, en fait. J'avais pas le temps, en fait. Oui, oui, c'est normal. Surtout tous les rendez-vous comme ça, c'est assez régulier, donc c'est un peu compliqué. Une fois qu'un nom a été mis du coup sur ce que tu avais, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça? Est-ce que tu as pu en parler à ta sexologue et elle t'a aidé à chercher la cause peut-être du vaginisme? Du coup, ce qui est aussi top, c'est qu'en fait, la sexologue est en même temps gynécologue. Du coup, par rapport au vaginisme, déjà, elle a respecté, disons, mes peurs. Disons qu'avec les gynécos, avec le parcours de l'endométriose, c'est assez compliqué. En fait, j'ai vraiment peur des examens. Je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas qu'on approche cette zone. Ouais. Et elle a pris énormément de temps avec moi. Et c'est seulement, si je me rappelle bien, au bout de la 5e consultation avec elle, que je me suis décidée à faire un examen. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle m'a diagnostiqué le vaginisme. Si je me rappelle bien, c'est total. En fait, il n'y a rien qui passe, que ce soit les doigts, doping, spéculum, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, une fois c'est passé, mais c'était pas censé se passer. Et ça a été très très douloureux. Ah oui. Mais disons que, en fait, on en a parlé avec ma sexologue et c'est plusieurs événements qui ont déclenché le vaginisme. Il y a eu les traumatismes, enfin les agressions sexuelles et les viols. Après, j'ai eu aussi en fait un accident en étant petite. En fait, j'ai fait une chute. Je suis tombée en fait sur la zone intime et vers l'âge de 4 ans et ça aussi, Oui. ça a joué dans le vaginisme. Et après, ça on n'en parle pas forcément, mais il y a aussi la surmédicalisation du corps en fait, et notamment que ce soit dans les troubles sexuels, le vaginisme et la pyrosie, mais aussi par rapport à l'endométriose. Par exemple aussi au niveau des douleurs pelviennes, il y a aussi au niveau gastro avec les douleurs digestives, il y a aussi des examens, également au niveau urinaire, parce qu'au niveau urinaire j'ai aussi une autre pathologie, c'est la cystite interstitielle, et pareil il y a aussi des examens que j'étais incapable de faire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait la surmédicalisation du corps, ça aussi ça entraîne des conséquences. Ouais, c'est vrai que surtout l'endométriose, c'est vrai que même pour aller à la selle, apparemment, ça peut faire mal aussi. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, toi, comment tu vis ce vaginisme? Tu te sens comment mentalement? Tu te poses des questions? Tu as déjà fait des recherches sur des forums, Facebook, des articles? Quand tu as su que tu avais le vaginisme? Mais en fait, comme un sexologue m'a diagnostiqué le vaginisme, du coup, je me souviens le soir même, je me suis empressée de trouver des groupes sur Facebook. Et il y a quelques groupes, mais je les ai quittés parce que ça ne m'allait pas du tout. Après, j'ai aussi fait des recherches, pas mal de recherches, des articles, des témoignages pour voir s'il y avait aussi d'autres femmes qui pouvaient vivre en fait le vaginisme comme moi je le vivais en fait, parce qu'honnêtement, pour être honnête, moi je m'en fiche complètement du vaginisme. En fait, ça m'a jamais posé problème et en fait j'avais vraiment besoin de trouver des témoignages de femmes en fait qui en avaient rien à faire du vaginisme, et que ce soit dans les groupes, dans des articles ou dans des témoignages. Et en fait, j'ai jamais vu de témoignages comme le mien. Du coup, c'était assez compliqué en fait de s'y retrouver. Et après, du coup, le plus important pour moi, c'était de trouver en fait des témoignages de femmes homosexuelles qui avaient le vaginisme. Enfin, c'est assez important pour la représentation, mais en fait, même chez les femmes homo, je dis pas forcément que c'est tabou, mais elle n'en parle pas vraiment en fait. Et
comme ça concerne aussi un peu la sexualité, rien que la santé sexuelle des femmes homosexuelles, pareil, on n'en parle pas vraiment, malheureusement. Ça passe un peu à la trappe. Et là, maintenant, tu trouves qu'on en parle de plus en plus ou c'est toujours pareil Je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours d'un point de vue hétéro, en fait. Donc, c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est vrai que quand t'es homo et que t'as le vaginisme, en fait, tu te sens seule, en fait. Tu te sens seule parce que il n'y a pas de représentation. Et puis c'est vrai que, par exemple, quand je me confie dans des groupes et que je précisais bien que j'étais homo, la plupart des femmes qui me répondaient, en fait, j'avais un peu l'impression qu'elles ne respectaient pas forcément mon orientation. On conseillait des livres sur la sexualité entre un homme et une femme, mais je m'en fiche complètement. Pareil, on conseillait tel compte Insta ou telle vidéo, mais en fait, c'était toujours la même chose. Enfin, les comptes Insta ou les vidéos ou les articles, c'était toujours le vaginisme. Mais quand t'es une femme hétéro, en fait, c'est jamais quand t'es une femme homo, et c'est dommage, malheureusement. Et en fait, c'est pour ça que du coup, j'ai voulu créer mon compte Insta. Après, sur Insta, il y a quelques comptes qui sont tenus par des femmes homo qui parlent de sexualité, mais même en fait, le vaginisme, elles en parlent pas. Et quand elles parlent de sexualité entre femmes, c'est bizarre de dire ça, mais je vais dire un peu quand t'es dans la norme, en fait, quand t'as pas vécu de traumatisme. Et c'est vrai que quand t'es homo, que t'as vécu des traumas, que t'as aussi d'autres pathologies à côté, l'endométriose, la vulvodynie, la cystite interstitielle et tout ça, c'est vrai qu'en fait, t'as pas de représentation. Quand on parle de sexualité, les rares fois où on parle de sexualité entre femmes, ça aborde seulement si t'as pas vécu des traumas, en fait. Si t'as vécu des traumas, t'as pas vraiment de clé, en fait, à part en parler avec les professionnels qui te suivent. Et justement, t'as pu en parler à ta sexologue, et est-ce qu'elle a compris que, par exemple, tu n'arrivais pas forcément à te retrouver dans les différentes prises en charge qui t'ont été proposées ? Ouais. En fait, avec ma sexologue, c'est seulement... elle me suit depuis 2021, et c'est seulement en juillet 2022 que j'ai commencé à lui parler de l'homosexualité. Et je me souviens que quand c'était une consultation début juillet, je me souviens, je suis venue et je lui ai clairement dit que je n'avais marre du vaginisme et que je voulais clairement pas le traiter et que j'en avais absolument rien à faire, parce qu'en fait, on parlait tout le temps du vaginisme d'un point de vue hétéro, et du coup, je lui disais, je voyais pas l'utilité pour moi de traiter le vaginisme. C'est pour avoir une pénétration, je m'en fichais totalement. En fait, je lui dis que, en fait, honnêtement, pour être honnête, je lui ai clairement dit la seule raison limite pour laquelle je pourrais traiter le vaginisme, c'est pour la PMA, en fait. Où là, on va pas se mentir, c'est vrai que ça pourrait me poser problème. Après, je ne suis pas sûre à 100% de vouloir un enfant plus tard. Mais disons que si je suis en couple à l'avenir et tout ça avec une femme, en tout cas, j'aimerais quand même bien porter l'enfant. Après, je sais que par exemple, mes amis ou ma famille m'ont dit qu'avec mes problèmes, je ne devrais clairement pas porter l'enfant et tout ça, et que ce serait trop difficile pour moi. Mais j'aimerais quand même bien porter l'enfant, en tout cas dans un couple plus tard. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Disons que la PMA, même si honnêtement j'ai le temps, c'est assez stressant, parce que là je me dis le nombre d'examens, les prises de sang et tout ça, en fait je sais pas si mon corps le supportera, en fait, sachant que même pour l'endométriose, j'ai clairement pas de suivi, je fais pas de suivi. C'est assez délicat. Bon, après, de toute façon, là aujourd'hui ça commence à aller mieux, j'ai appris à gérer mes douleurs, mais je vois pas de gynécologue par rapport
j'aurais vu, mais en fait, je veux plus en voir parce qu'en fait, ça s'est tellement mal passé. Et puis, j'ai pas envie de faire les examens gynécologiques. Donc, en fait, à part ma gynécologue sexologue et une autre gynécologue chirurgienne, enfin celle qui m'a opérée, à part eux deux, en fait, c'est les seuls que je vais voir. Et, bon, en tout cas, on a déjà parlé avec ma sexologue quand on aurait fini le suivi sexo, de faire le suivi gynéco avec elle. En tout cas, j'aimerais bien, si je me sens capable, de faire le suivi gynéco parce que c'est assez compliqué. Ce serait génial, en tout cas, si tu peux faire ça, du coup, avec elle. Ouais. Puis en plus, pour tout ce qui est parcours PMA, le moment venu, ça se trouve que les médecins vont pouvoir t'expliquer que tu peux le faire, hein, et que peut-être que tu seras prête à te lancer sur le moment, on ne sait pas. Peut-être que là, pour le moment, tu as un peu des craintes, mais si l'envie est de porter ton enfant plus tard, enfin voilà, je pense que c'est possible. En tout cas, les médecins pourront te l'expliquer ou te le... Enfin, ouais, il y aura sûrement discussion avec les professionnels de santé, les médecins de la reproduction. Ouais. Faut pas perdre espoir. Et du coup, je la connais pas, ta sexologue, mais en tout cas, elle a l'air vraiment compétente et super, vraiment bienveillante. Comment ton corps a réagi quand tu as arrêté les anxiolytiques et les antidépresseurs? T'as l'impression de t'être un petit peu retrouvée? Honnêtement, en fait, ça a été une délivrance quand j'ai arrêté ces médicaments-là. En fait, j'avais l'impression d'être moi-même, en fait. Quand j'étais sous antidépresseurs et sous anxiolytiques, déjà, c'était des doses assez fortes. Et honnêtement, là, en fait, j'allais tellement mieux, en fait. En fait, j'allais mieux sans antidépresseurs et sans anxiolytiques qu'avec ces médicaments-là. Et en fait, j'ai pu reprendre le sport normalement. Et non, en fait, ça allait mieux. Après, c'est vrai que du coup, quand j'étais sous anxiolytiques et sous antidépresseurs, en fait, j'avais clairement pas de libido. Ma souffrance par rapport à mon rapport au corps, j'y pensais pas autant qu'aujourd'hui. Et du coup, au moment où j'ai arrêté ces médicaments-là, je me suis un peu pris de plein fouet la libido, en fait. Et ça a été très, très difficile à gérer. Et même encore aujourd'hui, la libido, après les traumas, je la gère pas du tout. C'est assez difficile à gérer. Ton objectif, en fait, avec le suivi en sexologie, c'est quoi pour toi? Toi, c'est l'amour de soi, c'est être en accord avec soi-même, déjà, premièrement? En fait, moi, mon seul objectif, c'est d'être bien, en fait, avec moi-même et surtout avec mon corps. Et ça peut paraître bizarre, mais déjà, de se sentir femme, en fait. C'est vrai qu'avec les traumas, je me sentais pas femme, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'être un enfant. Et du coup, c'est vrai que jusqu'au moins 21 ans, 21, je m'habillais toujours dans le rayon adolescente. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand t'as 21 ans, que t'arrives en stage et tout ça, et que t'as l'impression un peu d'être un enfant, alors que maintenant, t'as 21 ans. Et ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir mettre les habits que je veux, de pouvoir mettre une robe, de pouvoir porter des jupes, de mettre des shorts. Et même par exemple le soir ou le matin pour me laver, ça aussi c'est hyper important pour moi de pouvoir faire ça. Ça fait comme une partie de l'hygiène, c'est assez important. Et même mettre du parfum. Et par exemple aussi, quand je me lave, ne pas me sentir dégueulasse. Quand je touche mon corps, toutes ces choses, en fait, je travaille avec ma sexologue. En tout cas, j'ai envie de dire que tu es une battante parce que déjà, t'as pas abandonné.
Parce que tu as rencontré beaucoup de professionnels de santé qui ne correspondaient pas du tout. Quand tu échanges avec eux, tu voyais bien que ça n'allait pas et tu as continué en fait à chercher. Et là, ça me fait super plaisir que tu puisses être vraiment suivi par de bons professionnels qui sont en adéquation en fait avec toi, tout simplement, qui s'adaptent à toi. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire vis-à-vis du vaginisme. Alors déjà, pour les femmes hétéros, en tout cas, c'est encore un peu compliqué, même si c'est pas un sujet qui me concerne. Quand je vois des témoignages de certaines femmes hétéros, je me dis, leurs copains, c'est une honte en fait. Enfin, il y a des témoignages que j'ai vus, c'est carrément des viols en fait. C'est une honte. Après, malheureusement, c'est parce qu'on en parle beaucoup là, mais chez les femmes homo, c'est aussi le cas. Tout ce qui est violence conjugale, viol, agression sexuelle en couple, on en parle beaucoup là, mais malheureusement, ça existe. Et je prends un exemple, par exemple, les femmes avec qui j'ai discuté, par exemple sur les applications de rencontres, on ne parle pas du tout, mais il y en a beaucoup qui ont un peu du mal à comprendre la notion de consentement. Et après, c'est vrai qu'avec notre société, et c'est aussi à cause du féminisme, on se dit que c'est un peu les hommes qui sont méchants, c'est un peu les hommes qui ont un peu du mal avec l'éducation sexuelle, ci ou ça. Mais en fait, on dit beaucoup éduquer les garçons. Mais en fait, c'est exactement la même chose chez les filles, sauf qu'on ne le dit pas. Mais la notion de consentement, même chez les femmes homo, ça fait peur, quoi. C'est flippant, honnêtement. Et pareil, en termes de violence conjugale, par exemple, il y a des filles avec qui j'ai discuté quand je leur ai parlé de mes problèmes. Le vaginisme, ça n'a jamais été un problème, mais par exemple, au niveau des traumas vis-à-vis de la sexualité, il y a beaucoup de filles, ça fait peur, quoi. Clairement, je leur disais que la sexualité n'était pas possible parce que il y a eu les traumas, il y a aussi la maladie et tout ça. Et je leur ai clairement dit que c'était pas sûr qu'elles puissent avoir une sexualité si elles étaient en couple avec moi. Enfin, je suis honnête dès le début, en tout cas, et disons que la plupart des filles, ça n'a pas marché. Enfin, ça s'est arrêté là, en fait, dès que je leur ai dit ça. Et du coup, tu te sens un peu comme incomprise. T'aimerais bien tomber sur des personnes qui puissent ressentir la même chose que toi et de pas forcément mettre le sexe... comme si le sexe, c'est le couple, quoi. C'est 100% du couple. Alors que pas du tout, en fait. Il y a d'autres manières aussi de pouvoir montrer ses sentiments, de montrer qu'on tient à une personne. T'aimerais bien tomber du coup sur ce genre de femmes qui puissent penser un petit peu plus ouvertement et honnêtement, ouais, j'aimerais bien, enfin si je suis en couple à venir, j'aimerais bien rencontrer une femme, en tout cas comme ça. Enfin, on n'en parle pas, mais même dans l'homosexualité, la sexualité, elle est très très présente. Et, pour beaucoup de filles, comme chez les hétéros, chez les homos aussi, s'il n'y a pas de sexualité en couple, ça sert à rien d'être en couple en fait. Malheureusement, en tout cas, beaucoup de filles, c'est le cas, et même sur des comptes tenus par des femmes homo qui parlent de sexualité, quand je voyais les commentaires, je me dis, oh là, mais comment on peut être aussi, je dirais pas accro, mais être autant porté sur la sexualité dans une relation de couple. Enfin, il n'y a pas que ça, en fait. C'est compliqué, moi, honnêtement, je ne sais pas si, à l'avenir, si je suis en couple, je ne sais même pas si, par exemple, me mettre nue devant ma future copine, ou alors prendre une douche ensemble, ou même, tu vois, d'avoir un rapport, ou pas forcément que ce soit un rapport, mais juste toucher le corps d'une femme, que ce soit sa poitrine, ou ses fesses, ou sa vulve. Même ça, en fait, pour le moment, je m'en sens pas du tout
capable en fait. Et malheureusement, la plupart des femmes avec qui j'ai discuté ne comprenaient pas en fait. Et pour elles, c'était inconcevable de ne pas avoir de sexualité en couple. Après, franchement, moi je trouve que tu as raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer et faut juste que tu trouves en fait la personne avec laquelle elle va être patiente avec toi. En fait, elle va essayer d'apprendre à te connaître et créer des liens, il y aura le feeling et ensuite ça viendra cette discussion-là et comme cette personne-là, vous allez vous attacher, et bien justement, elle va être patiente avec toi parce qu'elle sera très attachée à toi, elle va développer des sentiments et je pense que c'est une fois que tu auras trouvé cette personne-là que ça ira très très bien et qu'elle sera qu'elle sera patiente et même qu'elle puisse comprendre que voilà. Je pense que dans certains couples, il y a des femmes ou que ce soit des hommes qui n'apprécient pas telle ou telle chose et leur conjoint l'accepte au final. Doivent l'accepter en fait, n'ont pas le choix. Ils vont pas forcer la personne et en tout cas je te souhaite de trouver cette femme. Après, je ne sais pas si vous connaissez la série Steven Universe. En fait, c'est une série que je recommande à tout le monde. Peu importe l'orientation, en fait. C'est une super série. J'ai un doute, mais je crois que c'est de Cartoon Network. Et en fait, ça aborde l'adolescence, ça aborde le rapport au corps, les changements, la puberté. Ça aborde aussi tout ce qui est l'empathie, la bienveillance, et ça aborde également la tolérance, parce que ça aborde aussi les orientations sexuelles. Et, en fait, j'ai un peu grandi avec cette série. Et d'ailleurs, je l'ai re-regardée au moins 5 fois par 6 mois, tellement que j'adore cette série. Et ce qui m'a le plus, je dirais pas choqué dans les bons sens du terme, c'est qu'en fait, dans la série, il y a 2 femmes, en fait. En fait, c'est 2 personnages qui ont violer un personnage. En fait, c'est 2 femmes, Ruby et Saphir, et qui sont un couple lesbien et tout ça. Et l'une représente la femme lesbienne féminine, et l'autre représente la femme lesbienne masculine. Enfin, tout ce qui est lesbienne féminine et lesbienne butch et tout ça. Et honnêtement, l'épisode au moment où elle se marie, il est épique, il est magnifique. Et limite, ça donne même envie. Moi, ça m'a donné envie de me marier, il était trop. Mais dommage que ça se passe pas comme dans les séries, malheureusement. Mais sinon, la série, en fait, elle aborde vraiment tous les sujets, et surtout l'adolescence et le rapport au corps, et je le conseille à tout le monde. En tout cas, je vais mettre le nom de la série en description de l'épisode. Et du coup, par rapport à ton orientation sexuelle, tu as déjà rencontré des professionnels qui se sont permis de ne pas prendre ça en compte ou qui t'ont sorti des phrases un peu déplacées Malheureusement, beaucoup. Malheureusement. Par exemple, par rapport au vaginisme, c'est assez compliqué. Disons quand même que ma gynécologue sexologue est quand même la 3e sexologue que je vois. En tout cas, la première gynécologue sexologue que j'ai vue en août 2020, disons que elle m'a pas parlé du vaginisme. Elle directement dit que c'était psychologique, que c'était dans ma tête. Et disons que sa méthode de prise en charge, c'était hétérocentré. Et en fait, même si t'es hétéro, je trouve pas ça normal. Enfin, même si j'avais été une femme hétéro, je trouve pas ça normal qu'une gynécologue sexologue s'attarde seulement sur la pénétration et rien d'autre, en fait. Ça, c'est pas normal. Parce que le vaginisme, c'est pas que la pénétration. Enfin, le corps, il y a l'impossibilité de la pénétration, ton corps réagit. Mais en réalité, en fait, dans le toucher, oui, il y a aussi le toucher. Tu supportes
enfin, je supporte même pas d'être touchée, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui disent, s'il n'y avait pas cette pression de la société phallocentrée, malheureusement, en fait, une sexualité sans pénétration, si leur copain ne voulait absolument pas mettre, désolé du terme, mais mettre juste son pénis, en fait, elle n'aurait pas traité le vaginisme. Et ça, malheureusement, c'est vraiment problématique. Et après, la deuxième sexologue que j'ai vue, c'était une sage-femme sexologue. Et pareil, en fait, dès la première consultation, elle me demande si j'aime les hommes ou j'aime les femmes. Du coup, je lui dis que j'aime les rats. Et 2 minutes après, elle me demande, et votre copain, il arrive à rentrer son sexe jusqu'où? Je me dis, waouh, génial, je viens de dire que je suis homo et elle me pose cette question. Mais du coup, moi, en fait, je pense que c'est plus une erreur d'inattention, mais moi, je l'ai super mal pris. Au final, j'ai fait 2 autres séances avec elle et j'ai arrêté parce qu'en fait, je voyais bien qu'en étant homo, j'avais l'impression en fait qu'elle pouvait pas m'aider en fait, malheureusement. Et après, par rapport à l'endométriose, malheureusement, disons que les gynécos que je rencontrais fait les fameuses questions lors du premier rendez-vous. Êtes-vous en couple ou avez-vous des rapports sexuels? Et en fait, on me demandait tout simplement, est-ce que vous avez un copain et est-ce que vous avez des rapports sexuels avec un homme? Du coup, c'est vrai que toi, tu sais pas si le professionnel va être, safe en fait. Du coup, j'ai préféré, je disais tout le temps non en fait, parce que je n'avais pas envie de parler de l'homosexualité. Et ça, on n'en parle pas forcément, mais par exemple, j'ai déjà vu des témoignages de femmes, justement, homo et tout ça, à consultation avec des gynécologues qui disaient justement qu'elles étaient homo et en fait certains, heureusement tous ne sont pas comme ça, mais certains gynécologues considéraient que t'es homo, il n'y a pas de sexualité, phallocentrée, du coup c'est pas une vraie sexualité, du coup vous n'avez pas de risque d'attraper telle pathologie ou alors le cancer de l'utérus, si ou ça, alors que en fait je peux quand même d'ailleurs je me souviens que j'avais lu le mémoire justement d'une, je sais plus si c'était, je crois que c'était une future médecin généraliste justement qui avait fait un mémoire sur le suivi gynécologique des femmes homosexuelles et d'ailleurs elle disait que justement en fait les femmes homosexuelles étaient plus à risque d'avoir des maladies sexuellement transmissibles parce qu'en fait tu te dis t'es homo, t'as pas besoin de te protéger. Alors qu'en fait, si, tu peux quand même avoir des pathologies. Et pareil, le cancer de l'utérus, même moi, je me disais, à l'adolescence, 14 ans, 15 ans, même avec clairement dit que c'était important d'avoir un suivi gynéco. Et moi, je lui avais dit, fiche, de toute façon, je suis homo, et j'ai aucun risque d'avoir le cancer du sein, d'avoir le cancer d'utérus, alors que après, c'est parce que j'étais ado, mais en faisant des recherches, malheureusement, si en fait, je peux quand même avoir des pathologies, malheureusement, le suivi gynéco est assez important, même en étant homo, mais c'est vrai que, du coup, dans mon orientation, moi, j'avais un peu peur de pas avoir de prise en charge par rapport à mes douleurs dans le dos, j'avais un peu peur que les gynécos me disent vous êtes homo, je ne vous ferai pas d'examen, je ne prescris pas d'IRM, tout ça. Donc j'ai préféré dire non quand on me demandait si j'étais en couple avec un homme ou si j'avais une sexualité avec un homme. J'ai préféré dire non, j'ai préféré ne pas parler de mon orientation. Et après, ça aussi, ça a été aussi très compliqué en psychiatrie. Malheureusement, ils ont un peu une vision hétéro et pareil, en psychiatrie, c'est assez difficile parce que il y a certaines problématiques et j'avais envie d'en parler parce que ça concernait l'homosexualité et en fait je pouvais pas forcément parler parce qu'automatiquement les professionnels en psychiatrie jugeaient que j'étais hétéro en fait et que j'aimais les hommes et
D'ailleurs, c'est vrai que beaucoup de professionnels en psychiatrie m'ont dit que avec ma psychologue et ma psychiatre, m'ont clairement dit qu'il fallait que je travaille ma peur vis-à-vis des hommes. Il fallait que je réapprenne d'avoir une sexualité avec des hommes. Donc c'est vrai que quand des professionnels te disent ça, t'as clairement pas envie de parler de ton orientation, malheureusement. Et c'est comme si, en fait, pour eux, c'est parce que tu as subi des violences que du coup, tu es devenu homosexuel. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, mon homosexualité, je l'ai pas tout à fait découvert vers 11-12 ans, mais à peu près en 6e, j'ai quand même commencé à me poser des questions parce que j'avais aucune attirance pour les garçons. Donc après, c'est compliqué. Par exemple, la première gynécologue sexologue que j'ai eue m'avait redirigée vers un professionnel qui est spécialisé dans les violences sexuelles et d'ailleurs qui devrait honnêtement ne pas travailler. Le viol, ça fait très peur d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il avait un compte Insta, mais un compte Insta suivi par énormément de gens, enfin, surtout les femmes, ce qui est assez flippant. J'ai fait 3 consultations avec elle et j'ai arrêté parce qu'elle était extrêmement violente dans ses mots. Déjà, elle était chère, 70 € pour une demi-heure. Elle restait sur son portable pendant les séances. Ah oui. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi cette gynécologue m'avait redirigée vers cette thérapeute, parce que de base, j'avais déjà une psychologue. Enfin, mes parents payaient déjà pour une psychologue, du coup. Mais c'est vrai que comme à ce moment-là, je n'arrivais pas à poser mon consentement. En fait, j'arrivais pas à dire non, en fait, j'ai pas envie d'aller voir tes professionnels ou c'est ça. Parce que j'avais peur qu'on me dise si vous refusez un suivi, ça veut dire que vous faites pas d'efforts. Du coup, j'ai accepté alors qu'en fait, de base, j'avais pas du tout envie. Et je le sentais mal en plus. Et non, mais cette professionnelle, elle me posait les pieds sur la table. Elle était sur son téléphone et tout ça. Clairement, elle me hurlait dessus en consultation. Oh là là. C'est n'importe quoi. Et, je me souviens, la dernière consultation, j'ai pleuré devant elle. Elle m'a crié dessus. Elle m'a dit ouais, vous m'énervez à cause de vous. Je vais être en retard et tout ça. J'ai d'autres femmes à voir et tout ça. Ouais, non, mais la consultation durait une demi-heure, mais au bout de 20 minutes, il fallait que ce soit fini. C'est pas normal. Une thérapeute spécialisée dans les violences sexuelles, une consultation, ça devrait durer au moins 1 heure. Surtout pour le prix, quand même. Mais la dernière consultation, elle m'a clairement dit que j'avais le fantasme du viol. Faut être complètement manette pour dire ça. Que plus tard, j'irais me marier avec un homme qui me violerait. Que j'aimais les hommes violents. Et surtout, en fait, j'avais aimé les viols et les agressions sexuelles. Je m'étais un peu renseignée avec mes parents pour la dénoncer. Mais comme c'est une thérapeute, c'est hyper compliqué. Tu peux pas dénoncer. Sinon, si c'était une psychologue ou une psychiatre, j'aurais clairement dénoncé. Parce que ce genre de personnes, c'est pas possible. Ennemies, quoi. Surtout que se permettre de dire j'ai le fantasme du viol, ces phrases, j'ai mis des mois pour m'en remettre. Quand mes amis ont appris ça, clairement, heureusement que c'était là. Ils ont pété un câble. D'ailleurs, pareil, mes parents, quand ils ont appris ça, mon frère, quand ils ont appris ça, ma psychologue, également mon ancien psychiatre, et je l'avais aussi dit à ma psychiatre qui me suit depuis l'année dernière, je l'ai aussi dit à ma gynécologue sexologue. Tout le monde, quand ils ont su ça, en fait, ils ont pété un câble. Clairement, mes parents, d'ailleurs, ma mère l'a appelée, cette professionnelle. Malheureusement, elle n'a pas répondu. Cette phrase, en fait, ces phrases, j'ai mis des mois à m'en remettre. Et en fait, ça a eu des conséquences parce que, en fait, j'ai commencé à ressentir un profond dégoût envers moi-même et surtout envers mon orientation sexuelle. Et du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que je suis normale, en fait, être homo? Et en fait,
sans me rendre compte, je lui ai un peu donné raison à cette professionnelle et j'ai carrément remis en cause en fait mon orientation et je me suis dit peut-être parce que j'aime les femmes, parce que j'ai été violée, alors que non en fait j'aimais déjà les femmes à l'âge de 11 ans en fait. Et malheureusement ça a aussi eu des conséquences par rapport à la sexualité parce qu'en fait depuis que j'ai arrêté les médicaments en fait malheureusement avec la libido parfois par exemple quand j'ai de la libido je pense parfois au corps de la femme que ce soit à la vue la place d'une jeune fille d'une femme à la poitrine et tout ça et c'est vrai que quand j'avais ces pensées je me sentais vraiment dégueulasse parce que je repensais à ces phrases et puis après pareil je me dis non en fait mais pourquoi jamais j'ai aimé faire des fellations, avoir des pénétrations anales et tout ça, c'est clairement des viols. Jamais, j'ai pas aimé ça, honnêtement. Et je me disais, même si je n'avais pas été violée, en fait, tout ce qui concerne une sexualité phallocentrée, je n'aurais clairement jamais eu une sexualité phallocentrée parce que vis-à-vis de mon orientation, j'ai pas d'attirance. Et du coup, ça a eu énormément de conséquences, cette phrase. Et là, avec ma sexologue, on commence à aborder la sexualité. Et c'est vrai que la semaine dernière, la dernière consultation, elle m'a un peu rassurée que c'était tout à fait normal quand j'étais à la vidéo de penser aux femmes et tout ça. Et, mais malheureusement, vis-à-vis de certains professionnels, je me sens un peu pas normal en fait. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal, malheureusement. Je sais pas, mais même si j'étais hétéro, même pour une femme hétéro, elle n'a pas à dire ça. Oui, non, mais c'est pour dire que t'as aimé être violée. Tu as fait le choix d'assumer tes décisions et de tout ce qui concerne ton corps et de faire le choix de ne pas traiter le vaginisme et de laisser tout simplement ton corps en paix. Ouais, en fait, c'était assez important pour moi de prendre cette décision, en fait, parce qu'avec le vaginisme, en fait, j'avais un peu l'impression d'être influencée, en fait, et quand tu fais des recherches sur le vaginisme, tu as la définition du vaginisme, et la plupart du temps, on te met un peu une trame, en fait. Ok, le vaginisme, c'est ça, ok, il faut le traiter de telle manière, à telle manière. La femme atteinte de vaginisme doit, je sais pas, mettre des dilatateurs, elle doit toucher son corps. En fait, c'est assez prédéfini. Même si, on ne va pas se mentir, c'est quand même selon les professionnels, il y a des différences selon les professionnels. Et en fait, j'ai de la chance d'ailleurs qu'avec ma gynécologue sexologue, en fait, j'ai tout le temps le choix. Que ce soit en consultation, je peux aborder n'importe quel sujet. Et par exemple, pour le vaginisme, elle m'avait en fait demandé de réfléchir par moi-même à des objectifs. Et ça, c'est top parce qu'il n'y a pas beaucoup de sexologues qui réalisent ça. Dans les sexologues dans les témoignages, c'est ça que j'avais recherché. Je voyais pas tant ça de sexologues qui laissaient autant de marge en fait et autant de liberté à la patiente. Et c'est ça qui est top. Par exemple, pour le vaginisme, on va te prescrire la rééducation du périnée. Moi, ma sexologue m'a prescrit ces séances. Malheureusement, j'aurais aimé ne pas le faire parce que j'ai aussi vécu de la maltraitance. Je suis tombée sur une kiné qui était une connasse, qui était homophobe, clairement, qui avait des discours, c'est une honte, clairement, c'est de l'homophobie, qui, dès la première consultation, commençait à me parler de pornographie, d'hommes qui avaient des gros sexes, de je me dis, elle sort d'où cette professionnelle? C'est très flippant d'ailleurs. Mais quand j'ai expliqué à ma sexologue que c'était très très mal passé avec cette kiné, j'ai mis du temps à lui dire parce que j'avais peur qu'elle me prenne mal ou j'avais peur
qu'elles se disent merde, en fait, je suis responsable et tout ça. Et en fait, en discutant, elle m'avait clairement dit que j'avais tout choix et tout ça. Après, à ce moment-là, j'avais un peu du mal à poser mon consentement, mais si j'avais pu le poser, enfin réussir à le sortir, je n'aurais pas fait de la rééducation du périnée. Et même par exemple, par rapport aux dilatateurs qu'on prescrit souvent dans le vaginisme, alors moi honnêtement je suis contre parce que c'est un peu une vision qui met un peu la pénétration au centre, quoi. En fait, de forcer à mettre quelque chose. Là, en fait, tu commences par un dilatateur de petite taille, puis tu arrives au dernier dilatateur qui fait un peu la taille normale du sexe d'un homme. Je me dis, mais je vais pas mettre ça me concerne pas du tout. Mais même pour les femmes hétéros, je trouve que c'est trop centré sur la pénétration, alors que en fait, tu peux très bien avoir une sexualité, même en étant homo, même si entre femmes, il y a des jouets par rapport à la pénétration. C'est vrai que avec quelques femmes avec qui j'ai discuté où il y avait de la bienveillance, à part des jouets pour le clitoris, sinon elles s'en fichaient clairement d'utiliser des jouets par rapport à la pénétration pour le vaginisme, et c'est ça qui est un peu... Mais malheureusement, ça non plus, on n'en parle pas du tout. Mais ça se trouve justement qu'avec cet épisode, il y a peut-être des gens qui vont se dire mais en fait je suis pas toute seule. Et tu vois, qui pensent exactement la même chose que toi, mais qui ne le disent pas du tout. Et justement, j'espère qu'avec cet épisode, il y ait de plus en plus de femmes qui tombent dessus et qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ont envie de parler tout simplement de ce qu'elles ressentent et qu'elles se sentent parfois obligées d'avoir certaines pratiques sexuelles alors qu'elles en ont pas du tout envie. Donc non, franchement, c'est vraiment bien. C'est pour ça que je voulais ton témoignage aussi, pour pouvoir se dire que c'est ok en fait. Si t'as pas envie de pénétration, c'est ok. Tu vois, parce qu'on est dans une société où maintenant le sexe est très mis en avant, encore plus dans les films, dans les pubs, voilà, tout est sujet à. Et c'est important aussi de se dire, oui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette envie, voilà, chacun a sa propre sexualité, chacun a sa propre relation à son corps, et c'est super important. Et j'ai envie de te dire, donc, si tu as un conseil à donner à nos auditrices qui sont atteintes de vaginisme, ou même si des professionnels de santé nous écoutent, comme des sexologues, des gynécologues, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Alors, pour les fans qui écouteraient l'épisode, ce que je souhaite dire, c'est tout simplement de s'écouter. Soit c'est hyper important. Moi, j'ai mis du temps à m'écouter et surtout à écouter ce que mon corps voulait réellement. Et j'ai aussi envie de dire que pour les fans qui nous écoutent, pour celles qui veulent juste avoir une sexualité juste seule, juste la masturbation, c'est aussi ok en fait. Mais c'est aussi une sexualité d'avoir ça, juste toucher en fait son corps, juste la masturbation, c'est aussi une sexualité et c'est tout à fait normal. Et pour les professionnels qui nous écoutent, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je pense en fait que je dirais juste, il faut absolument se détacher de ce que la société dit, parce qu'en fait c'est pas forcément ce que tout le monde a envie de faire. Et en fait, surtout, ce qui est hyper important, c'est pas parce que la plupart des femmes ont, par exemple, envie d'avoir une sexualité avec leur copain ou leur copine que toutes les femmes ont envie de faire ça. Et en fait, j'ai juste envie de dire que dans le lot, il existe toujours, je sais pas, peut-être 5% ou 10% de femmes qui n'ont pas envie de sexualité en couple avec une femme ou un homme, ou qui n'ont pas envie de sexualité tout court, ou alors aussi qui ont juste envie d'avoir une sexualité juste seule.
Et j'ai surtout envie de dire que ces femmes-là, c'est super important et il faut les écouter. Et que si un jour vous tombez en consultation sur une femme qui a le vaginisme et qui, comme moi, vous dit j'en ai absolument rien à faire de la pénétration, c'est aussi ok de respecter son choix et il faut surtout l'écouter. Et c'est hyper important parce que c'est aussi ok de pouvoir respecter ce que notre corps dit. Eh bien, merci beaucoup Maëlle. Ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Chère auditrice, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à contacter Maëlle si jamais vous pensez exactement la même chose qu'elle et pour que vous vous sentiez moins seul, pour pouvoir discuter ensemble. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.